Un frisson parcourut la poussière sous ses sabots. Orage Noir se tenait immobile au centre des arènes vides, tandis que le soleil couchant dorait son dos balafré. De la vapeur s'échappait de ses naseaux comme la fumée d'une machine, et son regard était verrouillé sur la porte du toril, comme s'il attendait. Pas de colère, pas de peur, juste prêt. Quelque part, quelqu'un allait bientôt réessayer. Et cette fois, il le sentait déjà. Ce ne serait pas comme les autres. Les Jeux annuels de Camargue n'étaient pas qu'un simple événement de week-end. C'était le battement de cœur de la région. Les familles s'alignaient sur les gradins avec des glacières et des nappes à carreaux. Les tout-petits portaient des chapeaux de gardiens en plastique et l'odeur des merguez grillées flottait dans l'air comme une promesse. Derrière les tribunes, le monde réel attendait. Les enclos, la boue, la sueur et des monstres en cage. Orage Noir n'était pas sous les projecteurs. Il était gardé derrière une barrière supplémentaire, à l'écart des autres. Aucun manadier ne s'attardait trop près de lui. Il avait brisé plus de côtes que quiconque n'osait le compter, et la rumeur disait qu'un homme avait perdu un œil en essayant simplement de lui mettre la selle. Alain Bernard, le propriétaire des arènes et de la plupart des terres environnantes, se pencha vers le micro, ses doigts bagués d'or et son sourire acéré. 20 000 €, aboya-t-il, pour tout gardien capable de tenir 8 secondes sur cette bête, des volontaires. La foule hurla, rit, douta. Dans son box, Orage Noir agita une oreille. Il observait toujours la porte. Il se fichait de l'argent, des hommes ou du mythe. Mais quelque chose avait changé dans l'air, il pouvait le sentir. Et il n'avait pas encore vu le vrai danger. Pas les barrières, pas les éperons, mais la jeune fille qui regardait depuis l'ombre. Chloé Laurent savait comment se déplacer sans être vue. 15 ans, fille de la femme qui nettoyait les toilettes des arènes. Elle vivait dans une caravane délabrée derrière la forge, juste après les silos à foin. Ses bottes étaient toujours boueuses, son jean de taille trop grand, et elle ne parlait que lorsqu'on l'y forçait. Chaque matin avant l'aube, elle raclait le fumier des box, tandis que Denis, son oncle ivre ou en gueule de bois, hurlait des ordres depuis une chaise longue, une bière à la main. « Tu veux manger? Alors charrie plus vite. » Elle ne répondait jamais. La dernière photo qu'elle avait de son père était pliée dans un tiroir à chaussettes. Son chapeau de gardien incliné, un sourire aux lèvres. Il était mort dans ses arènes, écrasé à la 3e seconde d'une monte. Personne n'avait jamais eu besoin de le lui dire. Elle le savait, le nom du taureau sur le rapport, le hoquet de la foule, la façon dont plus personne ne la regardait dans les yeux après. Orage Noir. Maintenant, 5 ans plus tard, elle le nourrissait de l'autre côté de la barrière, jamais trop près. Il l'observait, calmement, comme s'il se souvenait. Les autres se moquaient d'elle. « Tu lui amènes des croissants, Laurent? Tu vas lui chanter une berceuse ?» Mais elle ne bronchait pas. Ses mains agrippaient les barreaux. Ses yeux ne quittaient jamais les siens. Plus tard dans l'après-midi, elle entendit à nouveau l'annonce, la voix de Vincent Leroy tonnant sur le champ de foire. « 20 000 pour le cavalier qui aura le cran de dompter l'indomptable !» Des exclamations, des acclamations, des rires nerveux. Chloé se tenait derrière les remorques à bétail, fixant les arènes où dansaient des nuages de poussière. Elle aurait dû se détourner. Mais Orage Noir tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Pas de rage, pas de sauvagerie, une reconnaissance. Cette nuit-là, elle retourna dans le local où le vieux matériel rouillait. Ses mains étaient à vif à cause du travail, son dos trempé de sueur. Elle passa la main sous une bâche et sortit quelque chose de raidi par le temps. La vieille ceinture en cuir de son père. Chloé traça le nom gravé dans le cuir. J.L. Laurent. Un côté était taché. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle la serra fort. Pas pour la chance, pour la vérité. Elle ne voulait pas de l'argent. Elle voulait que le silence cesse. À ce moment précis, Denis fit irruption, puant la bière et l'amertume. « Qu'est-ce que tu fous ici? J'ai trouvé la ceinture de papa. » Il la lui arracha des mains. Il est mort comme un imbécile. Et tu finiras pire. Elle ne dit rien. Mais derrière eux, dans l'obscurité lointaine, Orage Noir s'était levé. Les oreilles en avant. Le souffle suspendu. Il regardait. Le lendemain matin, Chloé garda la tête baissée.
Elle ratissa, elle transporta du fourrage. Elle frotta les abreuvoirs jusqu'à ce que ses doigts saignent. Mais quelque chose avait changé, quelque chose en elle refusait de rester petit. Cette nuit-là, longtemps après le départ du dernier camion et l'extinction des lumières sur les arènes, elle retourna sur le terrain d'entraînement avec un équipement de fortune, un tonneau en bois en équilibre sur des bottes de foin, une corde attachée en guise de rêne. C'était la version pour enfants d'un taureau, mais c'était le sien. Elle passa une jambe par-dessus et serra fermement la corde, puis elle laissa son corps bouger. Une fois, deux fois, elle essaya d'imiter les soubresauts. Ses abdominaux la brûlaient, ses jambes vacillaient. Elle tomba. Encore, et encore, jusqu'à ce que sa chemise colle de sueur et que son souffle devienne haletant. Une voix la surprit dans l'ombre. « Tu essaies de te casser le dos ou juste de faire du désordre ?» Chloé se retourna. Mathilde Fournier. Les gens remarquaient à peine Mathilde maintenant, autrefois championne de course de baril. Maintenant, elle balayait sous les gradins et réparait les poteaux de clôture cassés dont personne d'autre ne se souciait. Chloé ne parla pas. Mathilde s'approcha, examina le tonneau. « Où as-tu appris à monter ?»« Nulle part, » marmonna Chloé. Mathilde hocha la tête une fois. « Bien, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à mal faire. » La nuit suivante, Mathilde revint avec une selle usée et des gants deux tailles trop grands. « Tu n'essaies pas de gagner en beauté, » dit-elle. « Tu essaies de tenir. » Chaque soir après cela, elles s'entraînèrent en secret. Chloé se meurtrit les côtes, s'écorcha la peau, pleura une fois, mais n'abandonna jamais. Les autres se moquaient toujours. « Tu joues encore à la gardienne, Laurent ? Va nettoyer les toilettes. » Mais Chloé se contentait de baisser sa casquette sur son front et de continuer. Orage Noir le remarqua. Chaque fois qu'elle passait devant son enclos, il se levait. Les yeux stables, pas de grattement. Pas d'allées et venues, juste présent. Alain Bernard entendit des rumeurs sur quelqu'un qui rôdait sur le terrain d'entraînement. Il envoya un ouvrier enquêter. Denis fut plus rapide. Il la trouva derrière les gradins, couverte de terre et de honte, la selle à côté d'elle. « Tu crois que ça te rend forte ?» bégaya-t-il. « Tu crois que tu es différente de ton vieux ? Je n'essaie pas de l'être. » murmura-t-elle. Il jeta la selle par terre. « Tu es une putain de blague. » Elle ne scia pas. Plus tard dans la nuit, alors que Mathilde lui enroulait un bandage autour du poignet, Chloé demanda « Pourquoi tu m'aides ?» Mathilde regarda vers l'enclos, où Orage Noir se tenait sous le clair de lune. « Parce que ce taureau ne lève la tête que lorsque tu passes. Et ça veut dire quelque chose que je ne comprends pas encore. Mais lui, oui, » Chloé fixa la silhouette. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de quelque chose de plus ancien. De quelque chose sans mots, comme le vent qui sait où il va sans jamais rien dire. La chaleur écrasante pesait sur la Camargue le vendredi après-midi, ce genre de chaleur qui s'insinue dans les eaux et vous donne l'impression que le monde est sur le point de se fissurer. Chloé ne le remarqua pas. Ses mains étaient couvertes d'ampoules dues aux brûlures de la corde, ses tibias noirs et bleus, mais elle se déplaçait comme quelqu'un né pour endurer. Chaque pas était silencieux. Déterminée, jusqu'à ce qu'Alain Bernard la voie. Elle venait de finir de réapprovisionner les bottes de foin à l'autre bout des arènes, quand elle entendit ses bottes derrière elle, lourdes, impatientes. « Qu'est-ce que tu fous, bon sang ?» lança-t-il. Chloé se tourna lentement. « Je travaille. »« Tu travailles ? Ne me mens pas. » Il pointa un doigt vers le terrain d'entraînement. « Tu crois que je ne sais pas que tu rôdes ? Que tu joues à la princesse du rodéo ?» Les lèvres de Chloé se pressèrent en une ligne serrée. La voix de Bernard devint plus basse, plus venimeuse. « Tu es la fille de l'entretien, tu nettoies les box, tu ne montes pas les taureaux. Et si je te revois près de ce toril, ta mère ne perd pas seulement son travail, elle perd sa maison. » Ce coup fut plus dur que n'importe quelle chute. Chloé ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle hocha la tête une fois et s'en alla. Mais cette nuit-là, elle ne rentra pas chez elle. Elle marcha jusqu'à l'extrémité de la propriété, au-delà des granges, dans les arbres. Le seul son était celui des cigales et le tonnerre lent de sa propre respiration. Là, utilisant une vieille souche d'arbre comme base, elle remonta sur la corde. Et encore. Chaque fois qu'elle tombait, elle ravalait un cri. Le sang coulait de son coude. La terre collait à ses cheveux.
Une écharde se logea sous sa paume. Pourtant, elle se relevait. Encore et encore. La lune montait plus haut. À un moment donné, son genou céda et elle tomba lourdement. L'air lui fut chassé des poumons. Elle resta là, à regarder les étoiles. Elle pensa à son père, pas à la photo souriante, mais au silence qui l'avait suivi, à la façon dont les gens avaient cessé de prononcer son nom, à la façon dont Denis le traitait de « imbécile ». Et pour la première fois, sa gorge se serra, pas de chagrin, de rage. Ses mains se fermèrent en poing autour de la ceinture de cuir à sa taille. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. Il s'agissait d'être vu, de refuser de disparaître comme il l'avait fait. De l'autre côté du pâturage, un moteur de camion gronda. Elle se figea. Denis. Il avait bu. Encore. Il tituba vers elle avec une lampe de poche, oscillant en marchant. « Tu m'as désobéi !» bégaya-t-il. « Tu veux tellement être comme ton père ? Très bien. Meurs comme lui. » Elle ne s'enfuit pas. Elle resta là, sale et meurtrie et tremblante, mais debout. Il leva une main, ne frappa pas, parce que quelque chose gronda derrière eux. Bas, profond, comme un tonnerre sous la terre. Orage noir. Il était pressé contre la barrière lointaine, les muscles tendus, les yeux brûlants comme des charbons dans le noir. Denis se figea. Pendant une seconde, il parut sobre. « Stupide animal !» marmonna-t-il. « On aurait dû l'abattre il y a des années. » Mais Chloé s'interposa entre eux. Sa voix était calme. « Rentre chez toi !» Denis hésita, puis se retourna, grommelant des jurons dans la nuit. Une fois qu'il eut disparu, Chloé tomba à terre. Son souffle tremblait. Elle enroula la ceinture autour de son poignet, la serrant comme une armure. Cette nuit-là, dans la grange silencieuse où Mathilde gardait de vieux harnais et des souvenirs oubliés, Chloé alluma une lanterne et se tint devant le miroir. Son reflet n'avait rien d'héroïque, ni de près. Mais elle ne détourna pas le regard. De l'ombre derrière elle, Mathilde parla doucement. « Tu pourrais tout laisser tomber, tu sais ?»« Je pourrais, » dit Chloé, « mais je ne le ferai pas. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde avait déjà décidé qui vous étiez, avant même que vous ayez eu la chance de parler ?» Chloé Laurent n'avait pas les bonnes bottes, le bon nom, ni même la permission d'essayer. Mais quelque chose de plus profond la poussait à continuer. Pas la fierté, pas la colère, l'instinct. Si vous avez déjà tenu bon alors que tout vous disait de lâcher prise, dites-le nous dans les commentaires. Quelqu'un pourrait aussi avoir besoin de votre histoire. Le soleil n'était pas encore levé, mais le ciel brillait déjà d'un rose pâle, lorsque Chloé entra dans la grange silencieuse, où Mathilde gardait ses outils, son silence et ses souvenirs. Mathilde se tenait près du porte-sel, sirotant un café noir dans une tasse en fer blanc. Elle n'avait pas l'air surprise. « Nuit blanche, n'est-ce pas ?» Chloé secoua la tête. « J'ai fait mon choix, » dit-elle doucement. Mathilde haussa un sourcil. « Ah oui ? Je n'attends plus la permission de personne. » Mathilde l'étudia un long moment, puis se dirigea vers un tiroir et en sortit une paire de gants poussiéreux, usés mais encore solides. « Ils sont trop grands pour toi, dit-elle. Mais ils tiendront. » Chloé les enfila. À partir de ce matin-là, tout changea. Elle s'entraîna comme un feu, chaque mouvement délibéré, chaque chute acceptée, chaque échymose portée comme une preuve. Elle cartographia les lieux dans sa tête, mémorisa la ronde des gardes, trouva des brèches dans la clôture près du toril arrière. Mathilde aida, silencieusement, sans jamais demander pourquoi. Elles ne parlèrent jamais d'Alain, ou de Denis, ou de son père. Mais Chloé commença à garder la ceinture sur elle en permanence, la passant dans son jean même en balayant les boxes comme une déclaration silencieuse. Une nuit, sous les étoiles, elle demanda à Mathilde: « Tu crois que le taureau se souvient ?» Mathilde ne leva pas les yeux. « Je crois qu'il se souvient de tout. » Le jeudi, la ville était en effervescence. Des affiches étaient placardées partout. Monte finale, 20 000 € pour 8 secondes sur Orage Noir. Lucas Chevalier, l'étoile montante, dents parfaites et bottes à 1 000 €, devait monter. La foule avait déjà choisi son héros. Mais Chloé ne le regardait pas. Elle attendait le moment entre le spectacle et le chaos, quand les projecteurs clignoteraient, quand tout le monde regarderait ailleurs, car maintenant, elle n'espérait plus une chance. Elle en créait une. Le samedi arriva, lourd de poussière et d'attente.
Les arènes pulsaient de bruit, des bottes qui martelaient les gradins, de la musique de Peña qui hurlait dans de vieux haut-parleurs, et la voix de Vincent Leroy qui roulait comme le tonnerre sur le champ de foire. « Mesdames et messieurs !» cria-t-il, « la dernière monte de la soirée, la légende en personne, Orage Noir !» Derrière les arènes, Chloé se tenait dans l'ombre, sous les gradins. Elle ne tremblait pas. Elle comptait. Chaque pas, chaque seconde. Elle avait observé la rotation pendant des jours. Savait quand les gardes du portail se retourneraient. Savait où étaient gardés les bracelets pour les cavaliers inscrits. Plus tôt, ce matin-là, elle avait trouvé un badge jeté à la poubelle. Numéro 86. Délavé, mais intact. C'était suffisant. Chloé enfila ses gants, maintenant moulés à la forme de ses mains. Elle noua fermement la ceinture de son père autour de sa taille. Non pour la prise, mais pour l'ancrage. L'atmosphère changea. Alain Bernard se tenait près du toril, souriant narquoisement, tandis que Lucas Chevalier ajustait son gilet et bombait le torse pour un essaim de caméra. Il avait l'air d'être à sa place, pas Chloé. Et c'était sa force. Elle attendit que Lucas s'avance pour monter, puis se glissa à travers la clôture, derrière l'enclos d'attente. Personne ne la vit. Tous les yeux étaient rivés sur la superstar. Mais dans le box du coin, Orage Noir marchait lentement. Ses muscles ondulaient comme des nuages d'orage. Il s'arrêta à son approche, ne tressaillit pas, ne respira pas fort. Il se tourna simplement et attendit. Des ombres au-dessus, Mathilde regardait. Elle serrait fermement la rambarde, les yeux ne clignant jamais. Puis tout s'effondra. Lucas Chevalier se figea au bord du toril. Il regarda Orage Noir en bas, se déplaça mal à l'aise et recula. La foule haleta. Des chuchotements se répandirent. La confusion grandit. Vincent Leroy tenta de rattraper le coup, riant nerveusement dans le micro. « Eh bien, les amis, peut-être que la légende a effrayé notre légende en devenir. » Des huées retentirent. Le sourire de Bernard s'effondra. Et puis, quelqu'un se dirigea vers la porte. Pas un gardien, pas un homme, une fille. Chloé, elle ne marchait pas vite, ne saluait pas, ne posait pas. Elle se déplaçait simplement comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Un employé des arènes s'avança pour la bloquer. « Vous ne pouvez pas... » Elle montra le badge délavé numéro 86. Il hésita. Alain hurla. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Mais il était trop tard. Chloé atteignit la porte. Orage Noir s'immobilisa. La foule tomba dans un silence étrange. Personne ne connaissait son nom. Personne ne savait pourquoi elle était là. Mais quelque chose leur disait... Elle ne bluffait pas. Elle escalada la barrière et atterrit doucement à côté du taureau. Mathilde murmura pour elle-même « C'est l'heure ». La porte claqua derrière elle. Chloé se tenait à côté d'Orage Noir, les arènes entières retenant leur souffle comme un poumon plein de poussière et de tonnerre. La voix de Vincent Leroy crépita dans le micro. « Je ne sais pas qui c'est, les amis, mais quelqu'un ferait mieux d'arrêter. » Mais personne ne bougea. Pas Alain, pas les juges, pas les manadières, parce qu'Orage Noir ne bougeait pas non plus. Il se tenait parfaitement immobile, les oreilles en avant, la tête basse. Il la regardait. Chloé fouilla dans sa poche arrière, sortit la ceinture de cuir craquelée et l'enroula une fois autour de son poignet. Ses doigts effleurèrent son épaule, juste au-dessus des cicatrices. « Tu te souviens de moi ?» murmura-t-elle. Elle n'eut pas besoin de crier. Il le savait déjà. Elle se mit en position, un pied sur le support de la porte, l'autre sur son dos. Le toril trembla alors qu'il se déplaçait sous son poids. Mais il ne rua pas. Pas encore. Puis vint le son. La cloche. La porte s'ouvrit violemment. Orage Noir s'élança comme un boulet de canon de chair et de fureur. Ses sabots frappèrent la terre si fort que le sol trembla sous les gradins. Il tourna à gauche, puis vira à droite, les jambes donnant des coups de pied, la colonne vertébrale arquée, les muscles se contractant contre le ciel. La foule cria. Certains se levèrent. D'autres ne pouvaient pas regarder. Chloé tint bon, pas avec la force brute, mais avec le rythme. Elle bougeait avec lui, pas contre lui. Chaque torsion était accueillie par l'instinct. Chaque secousse absorbée par son corps, comme si elle était née pour la sentir. 3 secondes. Il vira brusquement à gauche. 4.
Il feinta en hauteur et descendit bas. 5. La terre vola en l'air comme de la fumée. 6. Sa prise glissa, mais elle la rattrapa. Alain cria depuis la barrière. « Arrêtez la monte ! C'est de la folie !» Vincent ne bougea pas. 7 secondes. 8. La sonnerie retentit comme un coup de feu. Mais Orage Noir ne s'arrêta pas. Il continua de ruer. Chloé continua de monter. 9, 10. Et puis, il ralentit. Ses pattes arrière retombèrent avec moins de puissance. Sa respiration s'approfondit. Il s'arrêta au centre des arènes, les flancs haletants, couverts de poussière et de sueur. Chloé ne tomba pas. Elle descendit lentement, atterrissant doucement dans la terre. La foule était figée. Personne n'applaudit. Pas encore. Puis, quelqu'un près du sommet murmura « Elle l'a fait !» Et le stade explosa. Les gens criaient, se levaient, tapèrent des pieds avec leurs bottes. Les enfants, sur les épaules, agitaient leurs chapeaux en l'air. Mathilde, toujours près de la rambarde, essuya les larmes de ses joues et rit doucement. Vincent Leroy laissa tomber son micro. Pour une fois, les mots lui manquèrent. Alain Bernard se précipita vers la porte, le visage rouge de colère. « Tu crois que ça veut dire quelque chose ?» beugla-t-il. « Elle n'est rien. Ce taureau a tué son père. » Chloé se tourna, stable comme un roc. « Je sais. » La bouche d'Alain s'ouvrit, mais il ne put parler. Et puis, Orage Noir bougea. Il s'interposa entre eux, lentement et délibérément. Son corps la bloquait complètement. Il baissa la tête, non pas en menace, en avertissement. Alain se figea. Le taureau n'eut pas besoin de charger. Sa présence suffisait. Chloé posa une main sur son flanc. Elle ne parla pas. Nul besoin. Alain recula, la foule le huant maintenant, lui. Elle se retourna vers Orage Noir. Il la regarda, 2 survivants. Aucun des 2 brisé. Seulement vu. Une semaine plus tard, la poussière était retombée. Mais personne n'oublia. À l'entrée des arènes de Camargue, une nouvelle photo était accrochée dans un cadre en verre, en noir et blanc, silencieuse. Elle montrait Chloé Laurent debout à côté d'Orage Noir, une main reposant doucement sur son flanc. Aucun d'eux ne regardait l'appareil photo. Ils n'en avaient pas besoin. La plaque en dessous indiquait 8 secondes de vérité. Alain Bernard n'était pas revenu depuis cette nuit-là. La rumeur disait qu'il avait vendu une partie des terres et quitté la ville. Personne ne demanda où il était allé. La mère de Chloé obtint un meilleur emploi d'agent d'entretien au nouveau centre communautaire, offert par le maire qui dit « Je pense que nous devons quelque chose à votre fille. » Mathilde Fournier, elle souriait davantage. Elle marchait un peu plus droit. Les gens recommencèrent à la saluer, comme s'ils la voyaient pour la première fois. Et Chloé, elle ne parla pas beaucoup de ce qui s'était passé. Mais chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, elle parcourait le long chemin derrière les granges, où Orage Noir errait maintenant seul dans le plus grand marais. Il la rejoignait toujours à la barrière. Elle n'apportait jamais de corde, ni de gants, juste ses bottes, son silence, et la vieille ceinture maintenant tenue lâchement dans sa main. Il baissait la tête, elle tendait la main, pas en tant que conquérant et conquis, mais comme 2 êtres qui n'avaient plus rien à prouver. Certaines histoires ne se terminent pas par un trophée, parfois elles se terminent par un souffle, un hochement de tête, une reconnaissance. Chloé Laurent n'a pas cherché à être une championne. Elle n'a pas monté pour prouver qu'elle était sans peur. Elle a monté parce que quelque chose au fond d'elle disait « Ta place est ici », même si personne ne le dit à voix haute. Et peut-être que c'est à ça que ressemble le vrai courage. Pas le genre bruyant, pas le genre qu'on exhibe sur les affiches, mais le genre qui se relève, silencieusement, quand personne n'applaudit. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si elle vous a rappelé une fois où vous n'étiez pas censé y arriver, mais que vous l'avez fait quand même, dites-le nous, laissez un commentaire, partagez d'où vous nous regardez. Nous adorerions connaître le nom de votre Orage Noir. Car parfois, la plus petite voix porte la vérité la plus forte, et quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre la vôtre.